Donc configuration de RAD Studio ici, je reviens là. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, on a un environnement donc, de développement, la nouvelle version est sortie hier, et dedans on a un certain nombre de choses à mettre en place quand on veut travailler avec d'autres plateformes. Donc là en l'occurrence, par exemple dans mon cas, si je veux compiler sur Mac ou sur iPhone, iPad ou sur Android, j'ai besoin de configurer des trucs dessus. Donc la partie Android est déjà configurée de base quand on installe tout. Quand on fait l'installation au niveau de l'environnement, si je vais sur outils gestionnaire gérer les plateformes, je relance l'installeur en fait. Voilà, donc il a relancé la fenêtre d'installation. C'est bizarre qu'il rame comme ça, mais je suppose que c'est parce que tout le monde se jette sur les serveurs d'install. Donc comme ça utilise les serveurs, s'il n'y a plus accès aux serveurs forcément. D'où la remarque de tout à l'heure, hein, ne vous jetez pas sur l'installation de la nouvelle version, puisque vous aurez des soucis de téléchargement. Donc là, globalement, ce sont les compilateurs qui sont disponibles. Je suis sur une version RAD Studio Entreprise, donc j'ai la totale. Les 5 pour Delphi et les 3 pour C++ Builder. Donc Windows 64 et 32 bits en Intel, Mac OS 64, Intel et Apple Silicon, donc M1, M2 et ainsi de suite. Linux, processeur x86. Alors quand je dis Intel, c'est x86 hein, pour les trucs, enfin x86 64. Donc Linux c'est 64 bits en processeur x86. iOS 64 bits évidemment puisqu'il n'y a plus le 32 chez Apple. Android on est en 32 et 64 ARM. Pas processeur Intel pour l'instant, donc pas de bidouille sur certains appareils qui sont sous Android en processeur x86. C++ Builder, on est en 32-64 pour Windows, 32 toujours pour iOS, 64 bits pour iOS et 32 pour Android, puisque la mise à jour n'a pas encore été implémentée. Il est possible que ce soit le cas pour la prochaine version majeure. Disons que sur C++ Builder, il est probable que ça change pour la version suivante. Et dans autre option, quand on installe, en fait, on a les trucs optionnels, donc évidemment, vous cochez tout, notamment la partie Android. Donc là, on a tous les trucs, et ce qui nous intéresse, en fait, c'est le Android SDK. Et en plus, ils sont en vrac. Eclipse, qui remplace le Java Development Kit d'origine, qui a été remplacé par OpenJDK, non, c'était quoi ? Je sais plus, sur la version précédente, et donc on est passé à Eclipse en version 11, parce que c'est un développement kit Java open source, compatible avec l'environnement de développement Eclipse, donc c'était plus pratique à gérer. Donc on a le SDK Android et ça à mettre si on veut travailler avec Android. Pour le reste, c'est juste les compilateurs à spécifier dans les plateformes, évidemment je vais sortir de ça, et on va revenir dans l'IDE de base. Donc, je disais, c'est préinstallé, donc dans Outils Options, dans la partie déploiement qui nous intéresse, on a donc dans les SDK le Android en 32 et 64, puisque je suis parce qu'ils sont pré-renseignés en fait. Ce qui nous intéresse, c'est les autres plateformes. Donc en gros, si je fais ajouter ici, j'ai besoin des SDK pour les autres. Alors Windows, c'est le développement kit de Microsoft qui est préinstallé, enfin qui nous propose à l'installation. Et si il ne veut pas s'installer tout seul, il est dans les dossiers, les documents publics pour le setup. Puisqu'en fait, si on le laisse tourner trop longtemps, il refuse de se lancer derrière. Microsoft a dû y foutre un cache à la con et il retrouve plus ses petits. Donc en fait, le SDK setup ici pour Microsoft, il est dans public, documents publics. Donc ça, c'est ce qui installe en fait tout ce qui permet de faire la signature des paquets sur, enfin des projets sur Windows. Android donc c'est fait, Linux il me faudrait une machine Linux, là c'est pas le cas à proximité, Mac OS donc il me faut un Mac, iOS il me faut le Mac aussi, simulateur iOS pareil, et donc Windows c'est bon. Donc en fait pour accéder à ces plateformes qui sont physiquement d'autres machines, ou là en l'occurrence la machine hôte de ma machine virtuelle, il faut passer par le PA Server. Alors le nouveau PA Server il est dans le dossier d'installation de RAD Studio comme pour les versions précédentes. Quelque part, dans c'est programme x86, Embarcadero, Studio 22, et on est sur la version PA Server ici, là. Et donc là on a une version Linux, une version Windows et une version Mac et une version Windows. Il suffit d'installer le projet, enfin le programme de chaque
au bon endroit, et puis après on pourra travailler avec. Donc là en l'occurrence celui-ci, je l'ai déjà copié sur le Mac, normalement il est quelque part dans l'arborescence, dans mon arborescence Dropbox sur laquelle je les mets au fur et à mesure, parce que c'est quand même plus pratique, pour les avoir sur toutes les machines. Donc là j'en ai un ici qui date... ah oui alors qui datait d'hier, mais peu importe. Donc je vais juste l'installer. Alors si vous l'aviez déjà, en fait, quand vous faites la première connexion, il va vous proposer enfin il va télécharger la nouvelle version, donc vous n'êtes pas obligé de le retélécharger sur chaque poste, il suffit de lancer l'actuel, et il fera l'install du même. Donc là, hop. Installer le logiciel, oui. Oui. Voilà. Donc là, je l'ai installé sur le Mac M1, mon principal, et donc je me retrouve avec dans les trucs installés un PA serveur tout court 22 qui traîne ici. Donc là, c'est le précédent que j'avais renommé en 11_2, et là, c'est le nouveau. Donc je le lance, entrée, pas de mot de passe, I pour récupérer les IP, et donc je vais greffer sur la IP 1.16. Et donc dans mon environnement Delphi, enfin RADStudio ou autre, je vais gérer des plateformes, enfin des profils de connexion. Donc là, j'en rajoute un qui s'appellera M1. C'est un Mac. Hop. Et donc en 192, 168, 1, 16. Alors j'ai pas mis de mot de passe, donc j'ai pas besoin de le spécifier. Évidemment, si vous êtes sur un réseau avec plusieurs personnes, mettez des mots de passe. Hein. Enfin réseau public, machine en ligne, des trucs comme ça. En machine en ligne, genre serveur Linux, vous pouvez installer le PA serveur pour transférer les fichiers, mais évidemment, vous protégez tout et vous le désactivez quand vous n'en avez pas besoin. Donc tester la connexion, oui, c'est bon, il le trouve, je peux valider et terminer. Donc là j'ai bien mon M1, je peux aller dans mon gestionnaire de SDK et rajouter les kits de développement qui sont fournis par la version actuelle de Xcode pour macOS. Donc là sur celui-ci j'ai besoin du macOS 64 processeur Intel, qui sera un 13 quelque chose normalement, voilà, qui est le 13.1, qui correspond en fait à celui qui est fourni par la version de Xcode installée. Puisqu'en fait c'est pas le Mac qui fournit le SDK, c'est Xcode qui le fournit. Donc là je suis sur la dernière version à jour, donc c'est bon. Je valide. Pendant ce temps-là, je vais aller m'installer sur l'iMac pour lui faire l'install de l'autre. iMac, donc là il est là. Donc lui, Icira, acheté en 2011. Et donc partage d'écran, c'est celui-ci. Alors je mets mes trucs sur Dropbox parce que ça me permet, quand je suis sur plusieurs appareils, de l'avoir tout de suite. Je vais juste me l'ouvrir en fenêtre comme ça. Toi, ça c'est bon. C'est marrant qu'il m'ait rouvert ces fenêtres-là, que j'avais dégagées. Hop. Et donc, comme c'est sur Dropbox, peut-être virer les notifications. Ça me gonfle un max. Le ne pas déranger qui saute. J'étais sur Dropbox, il est démarré ici, donc je peux aller dans le dossier Dropbox et me récupérer la nouvelle install. On va peut-être le faire en automatique, tiens, sur celui-là. Donc je vais aller plutôt dans les applications et lancer la version actuelle. Que je n'ai pas rebaptisé sur celui-ci parce que j'ai pas de raison de m'amuser à faire plusieurs versions. Et donc lui, l'actuel, il était en 1.83 comme IP. Donc ça oui, voilà. Du coup sur celui-ci je vais rajouter, alors je vais les faire un par un. Là je vais rajouter donc iMac, qui est aussi un Mac. Il sera pas par défaut je vais travailler en local sur mon poste et puis j'utiliserai l'autre que quand je ferai du déploiement ad hoc pour du Mac. Donc diffusion directe de version Intel de mes projets. Et donc 192, 168, 1, on a dit 83. Pourquoi il n'y a qu'une IP ? Il doit y avoir le Wi-Fi et l'Ethernet normalement qui sont connectés, ou alors il a complètement grillé l'autre. Ça, 83. Il est en combien lui ? 194, d'accord. Bon. Je sais pas d'où ça sort celle-là, mais peu importe. Donc en 83, c'est bon, je teste. Donc il va me dire que c'est pas la bonne version. Quelque part.
J'ai cliqué. J'avais pas cliqué. Enfin, j'avais cliqué, mais la fenêtre s'était pas activée. Donc je clique, il va me dire que c'est pas la bonne version, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et donc il me dit aussi qu'il a copié le truc dans le dossier PA Server, machin truc. Et donc la nouvelle version s'est téléchargée automatiquement sur la machine. Donc je sors de l'actuel, hein, évidemment. Dans mon dossier PA Server qui est dans mon compte utilisateur, ici, j'ai donc un PA Server mac.pkg qui a été transféré. Donc lui, c'est celui qui est en fait dans la version Windows, dans l'installation Windows. Donc j'ai jusqu'à suivre le truc, accepter. Alors comme sur l'autre, hein, j'installe mon truc, je tape les mots de passe que je veux, enfin que je veux, ou plutôt celui qui est nécessaire, hein, évidemment. Sinon ça ne passe pas. Voilà, je peux sortir de là. Et donc je peux lancer la nouvelle version que je viens d'installer sur l'iMac, PA Server, PA Server, PA Server. Ah si, j'avais rajouté -release, tiens. Oui, je les avais quand même rebaptisés. Donc j'ai bien l'ancien et le nouveau. Et donc je lance évidemment le nouveau qui est une version 13.3.12.6. Alors toujours la même IP, pas de mot de passe. Et donc là j'ai juste à refaire tester, ça devrait me valider le truc. Donc je termine. J'ai bien ma version iMac et donc sur le gestionnaire de SDK, je peux rajouter le SDK de la version de Xcode qui est sur ce Mac là. Alors c'est pas de l'ARM, c'est forcément du Mac tout court. Et donc il est sur le iMac ici, et donc ce sera la 10.14 qui correspondait à iSierra. Donc je vais pouvoir compiler pour iSierra et suivante en Intel ou sur mon poste en Big Sur et suivante en Intel et ARM après avoir installé le SDK. Il faudra juste que le PA Server soit démarré sur chaque pour pouvoir y accéder. Et du coup, je vais aussi avoir iOS, puisque iOS dépend du Mac pour y accéder. Donc j'ai juste allumé sur celui-là, c'est le câble blanc. Maintenant, j'ai des câbles de couleurs différentes, histoire de m'y retrouver un petit peu, parce que enfin, j'en ai moins maintenant, parce que je me suis débarrassé des vieux appareils dont le SDK était trop... Enfin, la version d'Android ou iPhone était trop vieille par rapport aux versions récentes sur lesquelles on peut compiler et diffuser des trucs. Mais donc j'ai forcément moins de trucs sur le bureau, ce qui est bien. Donc là Android c'est bon. Alors Android il doit être connecté à Windows, puisque Delphi passe par le SDK local pour travailler. Donc là normalement dans les appareils connectés je devrais voir mon Android à un moment ou à un autre. Alors s'il se décide à le trouver. Débugage USB activé, donc a priori Windows l'aura. Donc ça ce sera bon. Et l'iPhone ici. Alors j'ai un iPhone SE en fait. Parce que ça sert à rien d'avoir un iPhone cher pour ça, tant qu'on a la bonne version de l'OS. C'est suffisant pour du développement de base et des tests. Donc j'ai mon Mac, je vais rajouter le SDK de l'iPhone. Donc je serai sur le périphérique iOS. Ici, je choisis la machine, donc là ce sera sur le M1, puisque c'est la dernière version d'Xcode nécessaire pour faire de iOS 16, puisque la nouvelle version de Delphi gère iOS 16 et Android 13, et précédent. 8. Juste enregistrer le truc une fois que ce sera fait pour éviter de perdre ce qu'on vient de faire. Alors ça, heureusement, c'est à faire qu'une fois, enfin une fois à chaque fois qu'on fait une mise à jour des SDK, donc à chaque mise à jour de Xcode. On remet à jour les SDK sur l'environnement, histoire d'être à niveau par rapport aux OS des différents appareils sur lesquels on va travailler. Pom 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 pom. Alors comme à chaque nouvelle version, je reçois des dizaines de mails de clôture de tickets d'incident Jira.
puisqu'évidemment, tous les trucs que j'ai soumis ou que j'ai suivis sur le système est clôturé au fur et à mesure. C'est très agréable. Pour une fois, c'est pas des spams que je vais virer, mais des trucs que je vais lire pour pouvoir faire la présentation de lundi prochain. Alors, iPhone c'est bon, je vais juste rajouter le ARM pour le M1 et on aura fini pour le Mac, et après je valide ça. Donc macOS ARM, j'ai pas besoin du simulateur iOS, je m'en sers pas, donc voilà. Et voilà. Comme ça on va pouvoir se faire un petit Hello World pour vérifier que tout fonctionne côté plateforme, et d'une manière générale côté machine, compilation. Et des bugs. Du coup, pour faire ça, il me faut le petit logiciel que j'utilise pour récupérer les écrans. Donc Reflector, version 4, je crois, que j'avais installé dessus, voilà. Bien. Ça c'est bon. Un peu fastidieux, surtout à regarder, je pense. Mais enfin, à regarder pour vous comme pour moi d'ailleurs, je regarde aussi, j'attends, comme vous. Yuck. Il se passe pas grand chose. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc j'ai Mac, Intel, ARM, iOS, ça, et j'ai pas besoin du reste. Donc je peux enregistrer ça. Alors évidemment, si j'avais une machine sous Linux, pareil, j'installe le PA Server, je le déclare en profil de connexion, et je télécharge le SDK. Je pourrais utiliser le WSL Windows Linux sous système intégré à Windows 10 et 11. Si je veux, il y a des démos de Jim Mackis qui existent sur la chaîne YouTube d'Embarcadero pour expliquer comment faire. J'ai toujours pas regardé et essayé dessus, mais j'ai dans une VM d'utiliser une autre VM, j'ai vraiment pas envie de m'embêter, même si le Mac M1 est assez puissant. Ça servirait pas à grand chose. Donc, application VCL, Windows pur, normalement, ça doit se compiler en 32-64 bits localement. Ici, bouton. Là c'est bon, Hello World. C'est bon, ici j'ai donc bien mon 32 bits. Là, je vais rajouter la plateforme 64, puisqu'elle n'est toujours pas activée par défaut pour du VCL pour l'instant. Mais on a toujours les deux. Hop, ça c'est bon. Et donc en 32, ça se compile. Après, il y a l'antivirus qui peut poser problème, donc je préfère me méfier. Ce sont des trucs que je virerai, donc je vais pas m'embêter à mettre un truc dessus. Donc 32 bits, ça se compile et ça fonctionne. En 64, ça devrait être pareil, je vais faire un F9 avec le débugger, et on va mettre un point d'arrêt ici. Alors évidemment, qui dit débugger dit firewall qui se déclenche, donc là j'étais sur un réseau privé, donc c'est bon, je l'autorise. Ici, j'ai mis mon point d'arrêt, et donc si je clique sur le bouton, normalement il me redirige sur l'IDE, au niveau du point d'arrêt, F9, j'ai bien mon truc qui fonctionne. Donc la VCL fonctionne en Windows 32, c'est bon. Merci pour l'abonnement, Sylvain. 6e mois d'abonnement. Ah oui, quand même. Merci. Donc tout fermé. Et je fais pareil en FireMonkey. Hop. Donc bouton. Alors FireMonkey, c'est donc l'ensemble de composants multiplateformes pour Windows, Mac, iOS, Linux et Android. Je vais mettre mon truc en centré. Je double-clique dessus, pareil. Je rajoute un show message. Hello World. FABX. CTRL D parce que je ne l'ai pas encore installé. C'est le formatage automatique pour l'indentation. Pour le fun, juste un double clic ici pour faire joujou. Notez la mise en couleur, ça fait partie des modifications qui sont arrivées sur cette version. Il y a plein d'autres trucs géniaux là-dessus. F9, donc là je suis sur Windows 32, par défaut il nous a activé quoi? Android, Mac et toutes les plateformes en fait disponibles par rapport à ma licence. Donc on va juste essayer sur Windows 32 et puis Android par exemple.
Oui. Donc évidemment le look de l'application elle-même, c'est un look Windows 11, et donc ça fonctionne pareil, c'est bien, et en 64, je mets juste un point d'arrêt comme pour l'autre, F9. Et hop là, mon point d'arrêt se déclenche bien, j'ai les informations habituelles hein, sur ce que je suis en train de faire, voir des trucs en plus, et là c'est bon aussi. Donc Windows est opérationnel, on va faire pareil sur le Mac. Donc Mac, profil M1, donc local. Je double-clique dessus, et j'exécute sans débugger. Normalement il devrait me basculer sur la machine virtuelle, enfin sur mon Mac mini. Donc j'ai exécuté sans le débugage, donc le point d'arrêt ne va pas se déclencher. Et l'application doit fonctionner toute seule. Donc là, il a bien lancé l'appli sur mon Mac. Et mon bouton doit fonctionner dessus. Et donc je vais lancer la même chose sur le Mac, sur l'iMac. Donc lui par contre c'est un processeur Intel, donc je passe sur le macOS tout court. Et j'étais par défaut sur le profil de connexion par défaut de mon installation, donc je vais juste changer pour passer sur celui de l'iMac. Voilà, comme ça il me l'enregistre sur le projet, hein. L'un sera sur le M1, l'autre il sera sur l'autre. Évidemment si je rechange de machine, il faut que ça ait le même nom, sinon il nous remet sur le truc par défaut. J'ai juste à exécuter, donc F9 pareil, je vais le faire avec des bugages du coup. Voilà, le basculement sur l'autre va pas se faire tout seul, puisque c'est deux machines physiques séparées, il ne le voit pas, mais il va lancer le programme, donc je vais repasser sur l'écran à la main, puisqu'il ne devrait pas détecter le changement, et nous rafficher le bon écran. Et là en plus... Ah oui, pardon. C'est vrai que je ne peux pas lancer avec des bugs sur l'ancienne version, puisque depuis... je sais plus quand, ça c'est la 11.2. En fait, le PA Server a été mis à jour pour utiliser Python 3 à cause des modifications qu'Apple a fait en juin. Du coup, je ne peux plus faire de débugage sur les anciennes machines, donc là je vais juste faire une exécution sans débug. Enfin, anciennes machines, sur les anciens OS antérieurs à Big Sur. Enfin, il faudrait modifier le PA Server sur place. Donc là, j'ai lancé sans debug. Il est où? Il est là. Donc il m'a bien lancé le truc sur l'ancienne machine, hein, et mon bouton fonctionne avec le look de l'ancien, hein, puisque évidemment, il y a un style qui est impliqué par défaut par rapport à la plateforme. PA Server, il est où? Il est là-haut. Ici, j'ai donc mon projet 1, qui est celui-ci. Donc là, c'est du gris clair, du gris un peu plus foncé, le bouton. Voilà, et là, c'est une vraie fenêtre. Enfin, l'angle, les barres de titre et autres sont vraiment adaptés. Mac récent, Mac ancien. Donc, voilà, évidemment, le quitter ne fonctionne pas parce que je suis sur un show message qui bloque tout le reste, comme sous Windows. Hein, enfin, hop, et donc je peux fermer celui-ci aussi. Donc j'ai bien les deux, du coup je vais tester sur Android aussi. Alors normalement Android c'est en local, je disais. Donc mon téléphone est censé être déclaré, je vais juste faire un actualiser pour voir si Windows le trouve. Enfin si l'IDE le trouve par rapport à Windows, évidemment. Ce n'est pas le cas, donc il m'a bien mis en debug, mais il a dû me l'associer à la session Mac. Donc je vais juste voir ma virtualisation, ce qu'il nous fait pour le périphérique USB correspondant, c'est celui-ci. Ah mince, j'ai refusé le... J'avais une fenêtre à l'écran, mais j'ai pas validé. Je reviens dessus, donc hop. Ah bah si. Est-ce que Windows me l'a repéré? Il n'a pas bipé. Non, donc je l'ai bien ici, hein, dans le truc. Par contre, j'ai pas dû autoriser le débugage USB sur le téléphone, donc évidemment je débranche. Et je rebranche, il doit m'afficher la fenêtre me demandant si je veux du débugage. Évidemment, je clique sur toujours autoriser. D'ailleurs, je vais peut-être vous l'afficher ici. Ah oui, non, je peux pas le faire. Hop, je débranche. Je vais copier mon écran, enfin faire le partage d'écran. Cast, tu es où? Sur celui-ci.
Ah non, il était dans les paramètres sur celui-ci. Paramètres, affichage, cast, là, donc je vous capture l'écran de l'Android. Voilà. Hop. Donc c'est ce qui se passe en fait hein, quand vous allez le brancher la première fois. Là j'ai peut-être même plus besoin d'aller dessus. Si je reconnecte mon truc à Windows, physiquement avec le câble USB hein, sur l'ordinateur. Donc Windows le repère, le téléphone demande le débugage USB. Évidemment vous cochez la case. Sinon il vous le posera à chaque fois que vous le connectez, ce qui est un peu emmerdant, et vous validez. Et là, le SDK qui est installé sur Windows devrait nous permettre de récupérer le téléphone que Windows a repéré, donc là je dois pouvoir l'actualiser et le trouver dans les deux. Et du coup, bah, si je vais je compile en 30... Alors c'est un téléphone avec un Android 64, donc je peux lui envoyer les deux. Donc si j'envoie du 32 bits, qu'est-ce que ça donne ? Alors je l'ai fait sans debug, hein, c'est pareil. Juste afficher celui-là en espérant que ça passe. Donc installé hier, mais j'ai pas testé quoi que ce soit hein, dessus, enfin, sur cette version. Voilà, en train de déployer, donc normalement je devrais avoir un truc apparaît ici. Potentiellement un nouveau projet 1 qui doit apparaître, ou un plantage, parce que j'en ai déjà un qui s'appelle projet 1 qui va pas aimer, écraser. Ouais. Voilà, donc là il refuse, install failed update incompatible. Parce qu'en fait il a détecté que j'avais déjà un projet 1 sur le téléphone, ils sont pas avec la même référence, pas la même machine qui a compilé le truc, donc il refuse la mise à jour. Donc soit j'efface le projet 1 sur mon téléphone, ce qui serait pas forcément une mauvaise idée puisque je sais pas à quoi il correspond, soit ici je vais lui changer son nom, donc j'ai plutôt viré sur le téléphone, je sais plus ce qu'il faisait lui. Enfin en général projet 1 c'est juste des tests à la con. Ah bah j'avais dû le faire pour les tests les tests qu'on a fait il y a quelques semaines sur tout ce qui était bitmap scale. Donc on va le dégager. Hop là. Voilà, ok. Et donc là je peux refaire la compile et l'envoi du truc. Hop là. Enfin la compile est faite, donc il refait juste un déploiement. Et donc il va me remettre l'icône projet 1 ici et me l'exécuter. Raison de plus, hein, quand vous faites des programmes, de changer le nom du programme, en fait, le libeller et dans les informations de version. Au niveau des infos de version, donc dans les options du projet, vous avez un package name, enfin un package ici. Ne laissez pas comme embarcadero.machin, parce que ça se transforme tout en com.embarcadero.projet1. Et forcément, s'il existe déjà, bah, vous pourrez rien en faire en fait. Donc mettez votre propre nom de société avec votre nom à vous, et faites fonctionner le truc. Donc là mon bouton fonctionne, normalement j'ai bien mon truc qui passe, et donc mon projet fonctionne. Et donc en 32 ça passe, et en 64 bits, bah, même chose. Hein. Donc je sélectionne, j'ai bien le truc, je pourrais le faire ici. Et j'exécute pareil. Alors pareil, je vais le faire sans debug, parce que ça sert à... Enfin je sais qu'il fonctionne, donc je vais pas... Enfin, il fonctionnait sur les bêtas, donc là il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Sauf éventuellement parce que je suis en train de le montrer, mais et le tester, mais ça devrait passer. Donc pareil, hein, il refait la compilation en 64 et il est censé transférer le même nom de projet en 64 bits au lieu du 32 sur le téléphone. Voilà, signature, et il refuse ou il passe. Il est passé. Donc là j'ai la version 64 qui s'est déclenchée sur le téléphone. Ah oui, normal.
Donc, je vais sortir du partage d'écran de celui-ci, on va tester sur l'iPhone. Alors iPhone, le partage, il se fait en haut à droite, non c'était où? En bas à droite pour glisser l'écran vers le haut, ensuite on choisit le truc avec les deux bidouilles. Je trouve que j'ai bien mon Mac Mini RF4 ici. Il doit me demander un code d'accès ou une connerie comme ça. Voilà, et donc j'ai besoin d'un code, c'est le 7765. Puisque le partage d'écran depuis un iPhone, enfin depuis iOS, verrouille tout, pour éviter les partages non volontaires, ou non maîtrisés sur d'autres appareils que ceux qui sont censés l'autoriser. Du coup, on peut déclencher l'affichage d'un code d'accès sur ceux sur lesquels on n'est pas censé partager nos trucs, mais c'est marrant. Donc, j'ai dit iPhone. Alors iPhone, ça passe par le Mac. Donc là, en l'occurrence, ça passe par celui-ci, et donc par le PA Server qui était toujours démarré normalement là. Du coup, Mac, c'était bon, et donc là, périphérique iOS, il a bien détecté que j'avais un iPhone connecté au Mac, et donc je vais pouvoir le sélectionner comme je l'ai fait pour Android. Je le laisse en développement, j'exécute. Même procédure. Et donc pour Linux, pareil en fait, hein, si j'en avais un que j'avais déclaré, au niveau de Linux, je choisis le profil sur lequel je veux me connecter pour avoir la bonne IP, puis il travaille, il l'exécute à distance avec l'interface graphique ou sans l'interface graphique selon ce qu'on a installé. Enfin, selon ce qu'on a installé, la licence qu'on a, puisque la partie Linux n'est disponible qu'en version entreprise et architecte et académique de RadStudio. Donc sur le téléphone, ça a bougé. J'ai bien mon projet 1 qui est apparu. Et normalement, il devrait le lancer. S'il n'y a pas de souci, avec la version d'Xcode, c'est bon, il a lancé. Voilà, j'aurais tendance à cliquer avec la souris, mais évidemment, ça ne marche pas. Hein. C'est bien le doigt pour cliquer dessus. On a bien un look iOS, moche, mais fonctionnel. Tac, tac, tac. Voilà, donc la configuration est opérationnelle pour les différentes plateformes. Ça passe